On va maintenant procéder à une table ronde autour de donc la révolution non violente est-elle possible, avec 3 invités. Donc nous avons Laurence Hansen-Love, qui est donc professeure de philosophie, autrice d'essais, comme par exemple La violence, faut-il désespérer de l'humanité, ou plus récemment Planète en ébullition, écologie, responsabilité et féminisme. On a à ses côtés Ludivine Bantini, qui est une historienne spécialiste du travail, des inégalités, des mouvements sociaux et des révolutions, qui a donc écrit récemment Que faire ? Stratégie d'hier et d'aujourd'hui pour une vraie démocratie. Et enfin, Sand, qui est donc militante d'Extinction Rebellion, que vous pourrez retrouver aussi dans le village associatif. Donc, la première question, qui est un peu notre premier sujet, c'est la révolution non violente est-elle possible ? Qu'est-ce que c'est déjà pour vous, la révolution non violente ? Alors, que ce soit bien clair, je m'exprime en mon propre jeu. Je ne m'exprime pas au nom d'Extinction Rebellion, parce que nous sommes horizontales et sans chef. Donc voilà, je parle à mon propre nom. Et de mon point de vue personnel, je pense important de préciser que j'ai du mal avec le fait qu'on parle de violence quand on parle de vitrine, d'abribus ou de distributeurs de banque. Moi, personnellement, quand je parle de violence, je parle de personnes. Je parle de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, je parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée de Total, ou je parle de ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Voilà, les violences, c'est sur des personnes, et le reste, c'est de la dégradation. Alors, est-ce que on peut faire une révolution sans violence sur les personnes ? Pour le coup, ça me paraît nécessaire, dans le sens où, en tout cas, ce qui m'a plu chez Extinction Rebellion et chez cette vision de la non-violence, c'est qu'on porte dans notre lutte le monde de demain. Et dans le monde de demain, on veut un monde inclusif et bienveillant. Donc, on essaye d'avoir une lutte inclusive et bienveillante. Par contre, effectivement, je n'ai pas de problème avec l'idée qu'il faille désarmer certaines infrastructures nuisibles à notre vie sur la planète. Pour le coup, on est, en tout cas pour moi personnellement, on est dans un niveau d'urgence vital, avec une vraie possibilité que nous ne survivions pas tous dans les 10 prochaines années. Et la violence qu'on a en face de nous, parce que pour le coup, elle s'exerce sur des personnes et pas sur des objets, que ce soit la répression avec les incarcérations ou que ce soit les mutilés, fait que de toute façon, il me semble qu'à un moment, on n'a pas le choix de nos modes d'action. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi savoir rester mesuré et modéré. La non-réponse de l'État à l'urgence climatique et à l'urgence au niveau de la biodiversité génère une énorme frustration chez nous autres militants. Et honnêtement, avant cette table ronde, à mon stand, la plupart des gens qui sont passés nous voir chez Extinction Rebellion voulaient justement qu'on parle de cette histoire de violence, non-violence. Et la plupart des gens qui venaient nous voir portaient un discours pro-sabotage, pro-désarmement, très soulèvement de la terre pour le coup. Et même si je les rejoins, je rejoins aussi, parce que j'ai eu des briefs avocats pour des préparations cette semaine, et on a discuté avec un avocat cette semaine qui nous expliquait que pour le coup, c'est ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent qu'on se radicalise, qu'on devienne, qu'on passe de l'autre côté du mur pour pouvoir nous pointer du doigt. Et il me semble qu'actuellement en France, la meilleure stratégie est quand même celle des soulèvements de la terre, qui permet d'élargir la fenêtre d'Overton dans le sens d'une acceptation du désarmement, sans tomber dans le côté assez négatif de ce que peuvent inspirer par exemple les Black Blocs. Même si personnellement j'ai de grosses affinités avec ce mouvement-là. Mais c'est un avis tout personnel et je pense que mes camarades ont plein de choses à me répondre. Bon, j'y vais là ? Oui.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très contente de pouvoir discuter et d'ores et déjà avec ce que tu viens de dire, Sand. Et j'espère qu'on pourra vraiment prendre le temps d'échanger parce que c'est une question qui forcément nous touche toutes et tous et on a chacune et chacun un avis sur la question et que cet avis, avec notre intelligence collective, va aussi peut-être se déployer ou se modifier au fil de la discussion et c'est ce que j'espère pour moi-même parce que j'ai pas d'avis tranché non plus. Alors, je pense que le point de départ que vient de souligner Sand, on le partage. Enfin, si ça se trouve, non, mais en tout cas, je le partage avec toi sur le fait que c'est pas possible d'utiliser le mot violence pour des actes aussi divers que des tueries, qu'il s'agisse de meurtres, de tueries de masse, de tueries du vivant. D'une part, et d'autre part, des actions contre des vitrines, et en particulier voilà, des actions symboliques qui visent le capital et le profit. Donc c'est de là qu'on peut partir, hein, à moins qu'on considère qu'il faille utiliser ce mot, mais alors je pense que ce mot de violence perd vraiment de son sens et de sa consistance. Et que voilà, la bataille, elle passe aussi par les mots, c'est une évidence. Du coup, la question qui est posée aussi d'emblée par Sand, celle de voilà, sabotage ou pas, aujourd'hui, et de plus en plus, on nous parle d'écoterrorisme. Je lisais justement les critiques du film de Daniel Goldhaber qui est donc How to Blow Up a Pipeline, sabotage, le titre français, donc inspiré du livre d'Andreas Malm. Et en fait, il y a beaucoup d'inquiétudes autour, non pas seulement de ce livre qui est très puissant, je pense que vous allez en reparler, Laurence, mais le film lui-même, parce qu'évidemment, à partir du moment où il y a un film, ça démultiplie encore l'influence qu'une telle proposition peut avoir. Et du coup, l'accusation qui est faite, c'est de répandre l'écoterrorisme. Et en fait, ça me paraît très problématique d'employer ce mot pour des sabotages d'infrastructures, en l'occurrence d'hydrocarbures, qui sont elles-mêmes des infrastructures meurtrières du vivant. Mais ça, on pourra en discuter. Finalement, moi, la question que je me pose pour notre discussion, c'est si on est d'accord les unes et les autres sur le terme de révolution. Parce que autant, voilà, peut-être que sur violence, on se dit, bah non, on peut pas dire que briser des vitrines, c'est être violent. En revanche, on n'est peut-être pas forcément en accord sur ce qu'est une perspective révolutionnaire. Et évidemment, moi, je ne vais pas donner une définition catégorique et péremptoire de ce qu'est une révolution. Je pense que quand j'en avais discuté un peu avec Émeric et puis ensuite avec Azelma, l'idée que j'intervienne, c'était comme historienne. Et il se trouve que bon, j'ai publié plusieurs livres sur l'histoire des révolutions, que j'en publie un collectif qui s'appelle l'Histoire globale des révolutions. Et du coup, le constat qui est fait, c'est que des révolutions qui seraient non violentes, quand bien même elles pourraient l'être au départ, par principe, par éthique, par déontologie, par colonne vertébrale, historiquement, on n'en trouve pas vraiment. Mais je voudrais prendre 3 exemples qui font la démonstration que la violence peut être auto-limitée, la violence au sein d'un processus révolutionnaire peut être auto-limitée. Alors, encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on entend par révolution. Moi, je pense qu'une révolution, c'est un renversement radical du rapport de force, c'est un renversement du pouvoir qui opprime, et d'un système économique. Donc, pardon, moi, je ne sais pas si c'est partagé, mais moi, je ne vois pas trop comment on peut ne pas parler du capitalisme, parce que voilà, c'est un système qui exploite, qui est prédateur, qui est par essence violent, parce qu'il est par essence extracteur de profit, coûte que coûte. Et donc, une révolution, c'est aussi un renversement, parfois, des rapports sociaux d'exploitation, des rapports sociaux tout simplement parfois de propriété et notamment ce qui touche à la propriété privée des moyens de production, parce que c'est ça aussi qui produit de la violence sur le vivant au nom du profit et de la logique de rentabilité à tout prix. Donc les 3 exemples que je voulais
exposer rapidement. Hein. C'est d'une part un exemple un peu lointain et historique, du coup, un peu lointain dans le temps, c'est celui de la Commune de Paris. Donc une révolution populaire assez extraordinaire en 1871, qui avait déjà des principes écologiques finalement, et des principes extrêmement démocratiques, avec l'idée de se débarrasser de la logique productiviste du capital et de prôner une démocratie vraiment vivante, une démocratie directe. Et voilà, c'était une révolution très très populaire, hein, ouvrière, mais pas seulement, vraiment populaire. Et en fait, la Commune, par exemple, a contribué à tenir un discours vraiment non violent. Par exemple, il y a eu un incendie de guillotine symbolique. Hein, voilà, donc on a mis le feu à une guillotine parce que il y avait un héritage lié à la Révolution française, mais on disait, mais nous, on ne veut pas de la terreur, on ne veut pas de violence, on ne veut pas de violence politique. Et de fait, pendant quasiment toute sa durée, la Commune de Paris n'a pas été violente, s'est refusée à la violence, mais elle a été à un moment donné tellement prise sous le feu, mais concret, hein, sous le feu des bombardements, puis des attaques des soldats de celui qui était le chef de l'exécutif français à l'époque, Adolphe Thiers, qu'elle s'est auto-organisée, là aussi de manière très démocratique et de manière très fédérée, en une force armée qui se devait de répliquer face aux attaques militaires qui ont finalement conduit à un massacre terrible des hommes et des femmes de la Commune. Ça s'est traduit par entre 10 000 et 20 000 personnes qui ont été purement et simplement abattues, assassinées dans les pires conditions, pour détruire cette révolution populaire qui avait pourtant uniquement pour objectif des aspirations émancipatrices et de justice sociale, et où encore une fois la question de la justice environnementale, même si le vocabulaire n'était pas celui-là, était réellement posée. Deux autres exemples que je voudrais citer, que si ça se trouve vous connaissez davantage parce qu'ils nous sont contemporains et que en général auxquels on puise un peu dans les champs d'action d'une révolution, notamment pour le vivant. C'est celui du Chiapas, donc néo-zapatiste au Mexique. Parce que là, on est vraiment face à une révolution d'ordre écologique, social, humain. C'est aussi une manière de briser avec le capitalisme prédateur. C'est une toute autre manière de considérer justement le vivant, tout ce qui nous entoure, une autre manière de concevoir l'enfance, l'art, la créativité, l'intelligence collective, la démocratie, un tout autre rapport au temps. Mais les néo-zapatistes du Chiapas, qui se désignent plutôt comme des rebelles, hein, quand on entre dans un village du Chiapas, hein, pas tout le Chiapas d'ailleurs, hein, parce que bon, on pourrait en reparler, mais tout le monde ne se reconnaît pas au Chiapas dans cette rébellion. Mais quand on entre dans ces territoires, il est inscrit, voilà, bah ici vous entrez dans un territoire rebelle, ici le peuple commande et le gouvernement obéit. Donc c'est un renversement complet de ce qu'on considère en général comme les rapports de pouvoir. Simplement, là, les néo-zapatistes sont armés. Et c'est peut-être ce qui leur permet de tenir aussi dans la durée, et ce depuis 1994. Parfois, il y a des attaques venues de l'État central de Mexico City, hein, des attaques armées. Mais c'est assez rare, hein. Somme toute, c'est un territoire qui a été préservé dans son autonomie rebelle et qui, à mes yeux, a mené une véritable révolution radicale. Et le troisième exemple qu'on peut citer, qui est dans la même veine, c'est celui du Rojava. Du Kurdistan syrien, donc dans les pires conditions d'hostilité, d'adversité, hein, puisque là on a des forces militaires considérables et éminemment meurtrières, avec une alliance entre le régime désastreux et mortifère de Bachar el-Assad, le soutien de mercenaires turcs et Daesh. Et donc c'est ce à quoi sont confrontés les révolutionnaires du Kurdistan syrien, du Rojava. Donc la révolution qu'il et elle, parce que les femmes y jouent un rôle extrêmement important, a pris la forme d'une confédération démocratique, hein, c'est un confédéralisme démocratique, hein, c'est-à-dire vraiment une grande autonomie réservée au territoire, une très puissante démocratie directe, et trois piliers que sont l'anticapitalisme, l'écologie et le féminisme. Mais là encore, c'est un exemple d'une révolution qui dure.
d'une révolution très exceptionnelle et très extraordinaire dont, me semble-t-il, on peut s'inspirer et dont il faut absolument pouvoir discuter, surtout dans ce genre de cadre. Mais il y a des armes. Il y a des armes. Alors, c'est une autodéfense populaire. Bon, c'est les 3 exemples que je voulais citer. Et je terminerai cette première intervention, qui est déjà peut-être un peu longue, par Mandela, parce que souvent, vous voyez, du côté des chefs d'État qui exercent toutes sortes de violences. D'ailleurs, il y a tout un spectre de violence dans l'exercice du pouvoir, dans le système tel qu'il existe. Mandela, ça reste quand même un grand repère, ça reste une figure tutélaire, etc. Mais c'est quand même oublier que ce que disait Mandela sur son propre rapport entre non-violence et violence. En fait, lui, ce qu'il disait, c'est que la non-violence doit être poussée à son maximum. Et c'est ce qu'il avait vu lui-même en militant dans le cadre de l'ANC, qui était une organisation non violente par essence, dès sa création. Mais c'est que tout ce que l'ANC, ses militantes et militants ont pu faire en termes de grève, en termes de sit-in, en termes de protestation, de manifestation, de rassemblement, n'a absolument rien changé à la violence de l'apartheid. Et donc c'est face à ce constat que Mandela, à un moment, a décidé de basculer, y compris en constituant une branche armée de l'ANC. Il y avait des divisions. Et il disait d'ailleurs que voilà, une révolution, elle doit être efficace aussi. Donc c'est vraiment la question de l'articulation, bien sûr, entre l'éthique et l'efficacité. Et il disait d'ailleurs qu'il n'y a pas de bonté particulière à utiliser des instruments inefficaces. Donc, comme vous le voyez, Grégory me disait tout à l'heure, de toute façon, vous allez toutes être d'accord, toutes les 3, sur la question. C'est un peu ce que tu disais, me semble-t-il. Et je lui dis, c'est pas sûr, parce que moi, à la question, une révolution non violente est-elle possible, j'émets davantage de doutes. J'émets davantage de doutes par rapport à l'histoire, mais j'émets surtout des doutes par rapport à l'intensité monstrueuse de la violence qui se trouve en face de nous. C'est pour ça que je suis sincèrement très intéressée et que j'ai hâte qu'on puisse mener ce débat et toutes les 3 et tous et toutes ensemble. Du coup, en plus, je pense, Laurence, tu vas être totalement opposée à ce pas mal, ouais, pas mal. Bon, alors en ce qui concerne le débat d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a 2 sujets. Il y a celui de la définition de la violence et celui de la définition de la révolution. Et puis, une fois abordé tout ça, est-ce qu'une révolution non violente est possible ? Moi, je pense qu'elle est souhaitable. Possible, je suis plus perplexe. Bon, alors, là, on va être d'accord sur un certain nombre de choses. Alors, sur la définition de la violence, le plus simple et le plus rapide à dire, c'est qu'il n'y a pas... La violence, c'est pas violent ou pas violent, c'est une gradation. Et puis, en plus de ça, il y a toutes sortes de violences différentes, parce qu'il y a des violences que nous subissons tous du fait du capitalisme et qui sont assez insidieuses et pas sanglantes, forcément, la violence de l'exploitation, etc., etc. Donc, la violence, déjà, il y a toutes sortes de violences de nature très différentes. Et c'est pas seulement verser le sang ni briser des vitrines. Et puis, c'est pas violent ou pas violent. Il y a vraiment tous les degrés possibles et imaginables. Et pour ce qui me concerne, et là, je suis évidemment d'accord avec vous, casser une vitrine de la BNP ou dégonfler des pneus de SUV, etc., etc., et même saboter des pipelines, c'est très bas dans l'échelle de la violence par rapport à toutes les violences auxquelles nous assistons, dans lesquelles j'inclus la mort des dauphins, des baleines, etc. Donc voilà pour la violence. Enfin, la première chose, c'est vraiment que la violence, c'est pas tout ou rien, mais c'est vraiment très, très progressif et très divers aussi. Et que, bien entendu, nous, les révolutionnaires, entre guillemets, nous sommes très, très peu violents par rapport à la violence que nous subissons ou à laquelle nous assistons. Bon, pour la violence. Ensuite, en ce qui concerne la révolution, moi, je prends le mot révolution dans le livre que j'ai écrit dans un sens complètement différent de vous. C'est-à-dire, je ne prends pas du tout révolution au sens rapport de force, renversement du rapport de force, renversement de l'État, prise de pouvoir, changement radical, brusque. Alors, évidemment, je sais bien que c'est la définition la plus courante
de la révolution, mais moi je prends révolution en un sens autre et beaucoup plus large, à savoir un changement radical de civilisation, de mode de vie, de façon de penser, qui peut être progressif et qui éventuellement peut être non violent. C'est tout simplement le sens du mot révolution écologique. Ici où nous sommes, révolution écologique, ça ne va pas être un changement brutal, brusque et un renversement du pouvoir des forces d'un État. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Donc moi je pense évidemment à la révolution écologique, qui à mon avis est quelque chose de progressif, qui ne peut être que quelque chose de progressif et non violent, et à la révolution féministe, dont je considère qu'elle est en cours, et c'est quelque chose à quoi on assiste. Et c'est vraiment très, très net et très flagrant, et on en a la preuve chaque jour. Je pense encore à l'événement d'hier ou d'avant-hier de ce sélectionneur espagnol qui a essayé d'embrasser une fille, et ça ne passe pas. Et ben ça, c'est une illustration d'une révolution de mentalité qui est en cours depuis très longtemps quand même maintenant, en tout cas depuis les suffragettes, mais bien avant, depuis les philosophies des Lumières, depuis toutes les femmes qui ont milité pour la cause des femmes depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc c'est une révolution qui est en cours et qui avance bien en ce moment. Bon, ça c'est pour mettre un degré, un tout petit point d'optimisme. Cette révolution féministe, je pense qu'elle avance bien. Voilà quelque chose qui fonctionne. Je pense aussi que le féminisme et l'écologie ont beaucoup de raisons de se rencontrer et de s'allier. Donc moi je crois beaucoup au mouvement écoféministe. D'autre part, la révolution à laquelle je pense, c'est la révolution écoféministe. Elle a cette spécificité, donc rien à voir avec les révolutions du passé, d'être internationale, de se produire un petit peu partout dans le monde en même temps, dans des tas d'endroits, en Afrique, en Inde, aux États-Unis bien entendu, donc des formes extrêmement multiples, diverses. Je pense aussi à un bouquin qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelle « 1 million de révolutions tranquilles » d'une certaine Bénédicte Magnier, pardon, 1 million de révolutions tranquilles. Donc, il parle de toutes les actions qui sont menées dans le monde entier, ponctuellement, dans des villages, dans des villes, pour rendre... c'est une révolution écologique, en quelque sorte, comme on l'a vu dans le fameux film de Cyril Dion, qui Demain, qui montrait aussi cette espèce de révolution en cours. Donc... Bon, voilà, cela dit, ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les révolutions non violentes n'ont jamais marché. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut discuter le terme révolution, mais il y a un bouquin qui est paru il y a quelques années de deux chercheuses américaines qui s'appelle « Pouvoir de la non-violence » sur l'efficacité de la non-violence. Alors, elles ont fait l'inventaire de toutes les... On peut pas forcément appeler ça révolution, mais de toutes les luttes qui ont été menées entre 1900 et 2006. Et elles ont fait ça de façon très méthodique, très quantitative, etc., etc. Et elles ont montré que, pour finir, dans la balance, il y avait plutôt plus de luttes non-violentes qui avaient réussi que de luttes violentes. Alors, oui, mais non, mais elles emploient le mot révolution, mais moi je dis lutte par prudence, bon, ça c'est un livre qui démontre l'utilité l'efficacité de la non-violence. Alors après révolution, oui, effectivement, les révolutions ont toujours été violentes jusqu'à maintenant et ça se comprend très bien parce que le pouvoir il réagit toujours par une extrême violence dans ces cas-là, mais je crois que ce genre de révolution violente, aujourd'hui, ça me paraît très très difficile qu'elle se produise. Et je ne vois pas trop en quoi le mouvement de Chiapas et des Kurdes, je ne vois pas trop en quoi ils vont nous inspirer, parce qu'on va pas... En quoi est-ce qu'on peut faire comme eux, quoi? Comment est-ce qu'on peut s'en inspirer? C'est des cas très, très limités et ils sont armés, ok, mais en quoi est-ce qu'on peut faire la même chose, nous qui sommes ici? Est-ce qu'on va prendre les armes? Et je pense qu'il y a eu des
tas de révolutions violentes par le passé, mais qu'aujourd'hui, la société civile, et je pense que la révolution, elle viendra plutôt de la société civile que des pouvoirs les plus institutionnels. En quoi nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut prendre les armes pour renverser les pouvoirs? Comment est-ce qu'on va prendre les armes pour renverser les GAFAM, par exemple, qui nous écrasent dans le monde entier? Donc ça, je n'y crois pas trop. Alors, à la question, une révolution non violente est-elle possible ? Je réponds, je ne crois plus du tout aux révolutions violentes. La révolution non violente est-elle possible ? Je n'en sais rien, mais je pense qu'elle est souhaitable. Voilà, c'est tout ce que je... Parce que une fois exclue une révolution violente, je pense que seule une révolution non violente, au sens des révolutions écologiques en cours et des révolutions féministes en cours et de la révolution, j'appelle ça une révolution, écoféministe en cours. Voilà, mais ça reste très limité, mais en tout cas, c'est international. Voilà. Alors, à vous de me répondre. Est-ce que l'une de vous deux veut réagir ? Comme je disais, je m'exprime en mon propre jeu et de mon propre. Alors, effectivement, dans un monde idéal, on voudrait une révolution non violente, mais dans un monde idéal, on ne serait pas dans l'urgence climatique dans laquelle on se trouve. Et je pense, à titre personnel, que l'urgence dans laquelle on se trouve fait qu'on n'a pas le choix et surtout pas le temps d'attendre que ça se fasse tranquillement et que enfin voilà, le côté hyper joyeux, bienveillant et pacifiste d'une révolution non violente ne me paraît pas cohérent par rapport à l'urgence dans laquelle moi personnellement je me sens face à ce qui nous attend et surtout face à ce qui attend les plus jeunes d'entre nous. Parce que moi finalement j'ai 50 balais, j'en ai un peu rien à secouer, c'est derrière moi, mais il y a une jeune femme avec son bébé. Et voilà, moi je pense au petit être qu'elle porte dans ses bras. Et je pense que pour ce petit être, on n'a pas le temps. Mais j'aimerais bien qu'on ait le temps, mais je crois que c'est mort. Et effectivement, par contre, sur le côté qui a envie de prendre les armes, je pense qu'on est peu... et c'est un des principaux problèmes de l'activiste non violent. Justement, on a eu... Je peux pas, mais j'ai eu ces débats-là cette semaine et je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup touchée d'un de nos camarades qui disait qu'il n'était pas en capacité d'envisager un niveau de risque qu'on m'avait demandé d'évaluer qui amenait à de la prison à perpétuité. Et le copain était désolé d'avoir à admettre qu'il ne se sentait pas capable d'accepter d'être emprisonné à perpétuité. Alors que pourtant, il a parfaitement conscience de l'urgence. Et du coup, il était pris dans cette dissonance cognitive dans laquelle, personnellement, je suis aussi. Je ne me sens pas capable d'affronter la prison, surtout la prison en France, comme elle est maintenant, où il s'agit d'être à 3 dans 2 mètres carrés, en gros. Néanmoins, je pense qu'à un moment, j'aurais plus le choix. Par rapport à mes convictions, par rapport à mon éthique personnelle, je pense que je n'aurais plus le choix. Voilà. Mais quand tu dis on peut pas attendre, on peut plus attendre, je suis tout à fait d'accord. Mais à quoi tu penses quand tu dis on n'a plus le choix, il faut passer à la violence? Quel type d'action? J'ai pas forcément d'idée. Je pense qu'on a besoin de la non-violence pour massifier. Parce que voilà, moi je suis Extinction Rebellion, on pense qu'il faut arriver à 3,5% de la population. C'est le seuil de bascule pour convaincre les autres. C'est les études sociologiques et la résistance qui nous démontrent ça, même si ces études-là ont été remises en cause depuis. Mais personnellement, j'aime bien adhérer à ça. Donc je pense qu'on va avoir besoin de non-violence pour massifier, pour être inclusif. On a d'ailleurs au sein d'Extinction Rebellion des actions hyper inclusives comme les actions Mother Rebellion où pour le coup il n'y a pas de niveau de risque. Néanmoins, je pense aussi qu'à un moment, il faudra désarmer. Les gens qui sont au pouvoir, ils partiront pas parce qu'on va être des milliers dans la rue. On l'a vu au moment des retraites. Ils en ont rien à foutre qu'on soit des millions dans la rue. Donc à un moment, il faudra être plus offensif. Et les personnes les plus offensives qu'on a, c'est les gens qui s'habillent en noir, c'est les gens qui font le cortège de tête. Ces gens-là, ils sont prêts à prendre des risques. Et il faudra accepter leur mode d'action parce que c'est eux qui seront... C'est nos guerriers, c'est les seuls guerriers qu'on a finalement. Nous, les militants de base, nos seuls guerriers, c'est le cortège de tête, c'est les Black Blocs,
C'est les gens qui cassent des banques, c'est les gens qui mettent du ciment dans les arrivées d'eau des golfs. C'est des petites actions comme ça. Ils apprennent, entre guillemets, et à un moment, j'espère qu'ils seront en capacité de faire les actions qui nous permettront de renverser les choses. Et je pense plus à l'idée de révolution de Ludivine, que la belle idée de révolution de Laurence, qui, dans un monde idéal, est vraiment chouette, mais je ne pense pas qu'on soit dans un monde idéal. Si la question est une révolution non violente est-elle souhaitable, évidemment nous sommes toutes d'accord, et surtout celles et ceux qui ont mené des révolutions dans leur existence, et je trouve qu'on leur doit beaucoup et qu'on peut du coup pas du tout, enfin je vous accuse pas de les caricaturer, mais en tout cas, ça nécessite vraiment de travailler pour rendre hommage à leur action. Et c'était pas, celles et ceux qui ont mené des révolutions, c'était des femmes et des hommes ordinaires mis dans des situations extraordinaires, avec souvent le sacrifice de leur liberté, parfois de leur vie, etc. Donc on peut pas balayer trop ces phénomènes révolutionnaires d'un revers de main, ou par exemple en disant que les révolutions du passé n'étaient pas internationales. Bah si, il y a eu de grands mouvements qui étaient absolument internationaux, aussi bien dans ce qu'on a appelé les révolutions atlantiques, ça a été la révolution, évidemment la révolution française, mais par exemple la révolution haïtienne, immense révolution contre l'esclavage qui instaure une première république démocratique noire, jusqu'aux grandes révolutions anti-impérialiste et pour l'indépendance et l'autodétermination des peuples, etc. Bon. Et donc, je pense que tout comme on a un problème avec le mot violence, c'est vrai qu'il faut prendre soin du mot révolution. Si on dit que révolution égale lutte, alors je trouve quand même que le mot révolution est, je vais dire, énervé au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on lui enlève les nerfs. Bien sûr qu'il y a plein de luttes qui sont non violentes. Ça, c'est certain. En revanche, une révolution, pour moi, ça ne veut pas dire grand soir. Donc par rapport à ce que vous disiez, Laurence, ça ne veut pas dire du jour au lendemain c'est brutal, tout à coup c'est nécessairement violent et c'est un renversement. Non, ce sont des processus. Il y a des renversements là, etc. Je pense que encore une fois, je vais y revenir en 2 mots et puis après j'approfondirai quelques petits éléments. Mais on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main ce qui se passe au Chiapas et au Rojava, parce qu'à ce moment-là, si ça c'est pas des révolutions, dont on pourrait s'inspirer, parce que qu'est-ce qu'elles font? Je dis elles, parce que tiens, voilà, les femmes, ils tiennent un rôle absolument crucial. En fait, c'est une modification radicale de la manière de vivre, de la forme de vie. C'est un respect du vivant comme on n'en connaît pas du tout ici. C'est un rapport à l'enfance, un rapport au refus de la division sociale du travail, un refus de la division entre travail manuel et travail supposément intellectuel, mais c'est absurde de parler de travail intellectuel pour l'opposer au travail manuel. Tout ça, ce sont des processus révolutionnaires incroyables qui sont profondément anticapitalistes. C'est une ténacité, c'est un courage formidable. Et l'enjeu du féminisme y est décisif. C'est la même chose au Rojava. Et le confédéralisme démocratique tel qu'il se dessine au Rojava, je trouve que c'est une forme d'inspiration, c'est une source d'inspiration. Mais parce que qu'est-ce que c'est? Donc je vais aller jusqu'au bout et puis voilà, si vous voulez bien, parce que sinon je vais perdre mon fil. Mais c'est ce confédéralisme démocratique, c'est d'ailleurs ce qu'auraient voulu faire les femmes et les hommes de la Commune de Paris dont je parlais en premier lieu, c'est-à-dire l'autonomie de territoire, qui se fédèrent, mais qui gardent leur propre indépendance, qui fonctionnent avec une démocratie vraiment vraie. C'est-à-dire direct, sur la base de mandats. Donc, en fait, l'échelle des biens communs, c'est l'échelle cruciale, en fait, c'est l'échelle primordiale. Et ensuite, bien sûr, il y a des articulations de ces échelles parce que tout ne peut pas être produit ou ne peut pas être décidé uniquement à l'échelle locale. Moi, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration tout à fait fabuleuse. Bien sûr que je suis d'accord pour dire qu'il y a eu une révolution féministe.
C'est une révolution de nature anthropologique. Elle prend du temps. Elle n'est pas gagnée parce qu'on voit qu'en fait, il y a des reculs. Il y a encore des enquêtes qui sont parues qui nous indiquent qu'il y a des reculs absolument terribles, pas seulement évidemment dans ce qu'on connaît, hélas, dramatiquement trop bien, sur les féminicides, de manière générale les violences, mais que, y compris cette révolution féministe, elle engendre des mouvements contre-révolutionnaires. Mais je pense que c'est pas comparable avec une révolution pour le vivant, une révolution écologique telle qu'on l'imagine, parce que c'est un tout autre rapport de force. Parce que la révolution féministe permet de changer les comportements au quotidien. Une révolution véritablement radicale, écologique, ça suppose de changer le système de production, en fait. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je reviens des amphis, donc de la France Insoumise. Je ne suis pas LFI, mais voilà, j'y suis allée, comme je viens ici, avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Et il y a notamment une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Claire Lejeune, et qui avance beaucoup d'idées sur la planification écologique. Et bon, voilà, la planification écologique, ça suppose de produire tout autrement. Ça suppose vraiment un tout autre rapport à la distribution des richesses, tout simplement au partage de ces richesses et à la protection des ressources. Et en fait, quand on échange véritablement, comme on le fait là, et puis comme on va continuer à le faire collectivement, j'interroge Claire pour ma part sur, oui, mais du coup, quel est le niveau de conflictualité pour imposer, par exemple, à des entreprises, parce que c'est ça la planification écologique, c'est à des entreprises, à des conglomérats, de gigantesques puissances qui sont dévoratrices. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, Criminel climatique de Michael Correia sur les conglomérats des hydrocarbures qui ont une puissance extraordinaire pour... au contraire de ce qu'il faudrait faire évidemment aujourd'hui, développer encore et encore davantage l'addiction au pétrole en général et l'addiction au plastique en particulier. C'est énorme, c'est bon. Et donc Claire répond, oui, il faudra une situation vraiment d'ébullition révolutionnaire. Et ces entreprises, comme on ne va pas réussir, comme elles sont capitalistes, elles veulent faire du profit, c'est ça qui ne les intéresse, c'est pas de protéger le vivant. Et à un moment, Claire dit, il faudra les socialiser. Où il faudra les réquisitionner et les gérer comme des biens communs. Oui, alors ça, du coup, c'est quand même un changement radical des rapports de production. Et pour ça, elles vont pas se laisser faire. Hein. Donc, je vous pose très, très sincèrement la question. Voilà, c'est pas nécessairement sanglant. Hein. Encore une fois, la plupart de celles et ceux qui s'engagent dans des processus révolutionnaires, c'est au nom de la justice, c'est au nom de l'égalité, c'est au nom de la liberté, c'est au nom de l'émancipation, c'est au nom des vies justes et bonnes. On met pas en péril sa vie par fétichisme de la violence. La plupart du temps, en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer violence révolutionnaire et violence en révolution. Moi, je pense qu'il n'y a de violence révolutionnaire parce que dans les révolutions, il y a des obstacles énormes, mais vraiment énormes. En revanche, par rapport à ce que tu disais, Sand, c'est fondamental parce que, en fait, évidemment, je suis évidemment comme toi et c'est dramatique de se sentir à ce point clivé. C'est-à-dire se dire, en tout cas, il faut un courage énorme pour affronter des forces aussi puissantes. Et puis, on a peur de ne pas l'avoir, ce courage. Mais en tout cas, l'histoire, moi, me fait penser qu'à un moment, le courage, y compris de basculer, mais moi, je pense plutôt collectivement. C'est ce qui... J'ai énormément d'admiration pour les personnes, par exemple, telles que les dessine le film Sabotage. C'est-à-dire, à un moment, on sabote un pipeline. Où j'ai beaucoup d'admiration. Mais le problème, c'est qu'en effet, c'est quasiment suicidaire, en l'occurrence. Et je ne sais pas si vous avez vu le film, mais les protagonistes, je vais pas dévoiler les choses si vous n'avez pas vu le film, mais simplement, on comprend très vite dans la narration que chacun et chacune des protagonistes a vécu dans sa chair la violence du capitalisme, jusqu'à la mort en fait, jusqu'à la mort de proches. Bon, je vous en dis pas plus. Donc c'est une violence, c'est pas une violence justement, c'est une volonté d'utiliser des actes de sabotage. Parce qu'à un moment, le rapport de force, il nécessite ça. Mais là où je trouve qu'il y a une limite, mais évidemment, je ne juge pas. Je suis certainement de qui serais-je pour juger. C'est juste une discussion stratégique plutôt. C'est que là, ce sont quelques individus, une poignée d'individus qui se lancent
dans une action qui va de toute évidence, et elles le savent, être très gravement réprimée avec la prison, en effet. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que d'une part, l'histoire nous donne de la force. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on ne s'imagine pas que des gens eux-mêmes ne s'imaginent pas que 2 semaines plus tard, ils vont se lancer dans un processus collectif. Moi, c'est à ça que je crois, c'est que tout à coup, il y a des collectifs énormes qui se mettent en œuvre, quoi. 1905, par exemple, c'est une révolution que je connais un peu, la révolution de 1905 en Russie. Hein, c'est d'abord des femmes, d'ailleurs, comme en 1917, des femmes qui se lancent dans la rue et mais qui organisent des choses dont jamais elles et ils ne se seraient cru capables quelque temps auparavant, y compris en organisant des comités de base, des comités de quartier, des comités d'entreprise, des comités de village, etc., pour véritablement créer cette auto-organisation populaire. Voilà, il y a une autre chose que je voulais dire, mais elle m'échappe. Donc, je vais repasser la parole à Laurence. D'une part, je voulais dire que je ne balaye absolument pas les révolutions du passé, et ni ce qui se passe au Chiapas, ni le Kurdistan que j'admire beaucoup. Mais ce que je me demande, c'est, tu dis il faut s'inspirer d'eux, mais quelles sont nos armes, quelles seraient nos armes pour renverser le pouvoir le jour où ils vont dire stop, enfin, même si tout le monde descend dans la rue, s'il y a une ébullition, si quelque chose se produit, mais le pouvoir dira stop, et quelles seront nos armes? Donc, enfin, j'aimerais bien qu'on ait un petit débat avec le public, parce que malheureusement, je vais être obligée de partir bientôt. Donc là, vraiment, moi, il y a la question des armes. Je pense que les choses ont énormément changé par rapport au passé, et qu'aujourd'hui, le pouvoir a des moyens absolument gigantesques, non seulement de nous mettre en prison ou de nous tuer, mais aussi surtout d'intercepter et d'intervenir avant même que quelques mouvements violents se produisent. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, quand tu dis une révolution, elle sera violente, nécessairement, à un moment donné, on ne pourra pas s'épargner la violence, mais quelle violence? Est-ce que jusqu'à verser le sang? Donc moi je dis non. Pour ce qui concerne verser le sang, je dis non. Je pense toujours à ces suffragettes qui ont été violentes, qui ont réussi, qui ont gagné leur lutte, qui étaient violentes, mais elles se sont débrouillées. Mais oui, mais elles se sont débrouillées pour ne jamais verser le sang. C'est extraordinaire. Mais si tu fais comme dans Sabotage, que tu mets des bombes pour casser des pipelines, tu prends énormément de risques. On le montre dans le film. Tu prends des risques de te blesser toi-même. Ils n'arrêtent pas de dire « elle va nous exploser la figure, cette bombe ». Et tu prends énormément de risques. Il y a un drone qui passe par là, ils arrivent à l'intercepter, etc. Mais tu prends énormément de risques qu'il y ait une bavure et que finalement tu verses le sang. Et à ce moment-là, l'opinion publique, elle va complètement se retourner contre toi. Et une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a un autre film qui s'appelle Woman at War, et c'est une femme qui décide de poser des bombes, un peu comme dans Sabotage. Et non, juste je voulais vous soumettre cette question. Elle est sur le point dans le film d'adopter un enfant, mais ça fait longtemps qu'elle attend le feu vert pour cette adoption, et au moment où on lui dit que l'enfant arrive, elle est obligée de choisir entre son acte de sabotage et son enfant. Et elle choisit l'acte de sabotage, elle renonce à l'enfant l'enfant adopté, à qui on va dire non finalement. Donc je pense à ça parce que beaucoup de femmes sont en première ligne aujourd'hui. Je pense aux femmes au Kurdistan. Beaucoup de femmes sont en première ligne aujourd'hui dans tous les mouvements écologiques, les jeunes femmes. Et d'ailleurs, certaines disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Je veux dire, une femme qui va avoir des enfants, est-ce qu'elle est prête à faire un sabotage? C'était le sujet du film. Est-ce qu'elle est prête à faire un sabotage, à aller en prison pendant 20 ans? Ce qui va arriver à cette femme dans Woman at War. Est-ce qu'elle est prête aussi éventuellement à verser le sang par erreur? Est-ce qu'elle est prête à... Enfin, tout ça, c'est difficile de dire dans l'abstrait. On pourra pas éviter la violence. Il faudra en passer par la violence. Mais avec quelles armes? Et est-ce qu'on est prêt à assumer toutes les conséquences? Et puis, on est dans ce qu'on appelle aussi des démocraties, même si je suis bien d'accord pour dire que nos démocraties nous imposent énormément de violence. Mais je crois que quand même, dans les démocraties,
l'opinion publique n'est pas prête à adhérer à des mouvements qui comportent de la violence, même potentiellement. On le voit, la moindre chose qu'on fait qui est jugée comme violente, comme de démolir un golf ou ce genre de choses, ça suscite tout de suite une indignation. Moi, quand j'en parle autour de moi, les gens, tout de suite, la moindre violence suscite une allergie, une aversion. Alors, on sait très bien que c'est quelque chose qui est terriblement manipulé par le pouvoir, cette utilisation de... et comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'ils attendent que ça, hein, que les écologistes se mettent à la violence, parce qu'on perdra l'opinion publique, il me semble. Bon, je m'arrête là et j'aimerais peut-être que vous donniez votre avis dans le public. Oui, on va avoir seulement 10 minutes pour pouvoir terminer. C'est malheureux, c'est très court alors que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On va essayer de faire rapide et concis. Merci. Oui, merci tout d'abord pour ce débat très, très intéressant. Mais j'avoue que j'ai pas tellement compris la différence de définition que vous faisiez entre révolution, renversement des rapports, des rapports de pouvoir et révolution, changement de civilisation. Il me semble que une civilisation, en grande partie, est constituée, se base sur des rapports de pouvoir qui, si on change de civilisation, changent radicalement. Donc j'avoue que j'ai mal compris cette différence de définition. Après, pour ce qui est de la violence, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est souhaitable d'avoir une révolution non violente. Après, est-ce que dans les faits ce sera possible? Je ne sais pas. Juste une expérience qui... Comme on parle d'Extinction Rebellion, quand on était à Italie 2 en train de bloquer le centre commercial, il y a eu un moment donné où un désaccord profond entre des militants sur une banderole qu'il fallait dérouler, sur laquelle était écrit « À mort le capital ». Est-ce que c'est violent? C'est une violence symbolique, oui, mais est-ce que c'est acceptable? Oui. Je pense qu'on peut le dire. Et ça, justement, à ce moment-là, ce qui m'a choqué, c'est plutôt qu'on ait un débat là-dessus, alors qu'on vise clairement une structure. Le capital n'est pas une personne. À partir de ce moment-là, oui, effectivement. Si certains disent que c'est violent, effectivement, ça peut être une violence symbolique. Mais c'est une violence qu'on peut considérer comme tout à fait acceptable. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, je suis désolé. Ma question, c'était sur la différence de définition, mais je tenais aussi à partager un peu. Définition de la violence, ça, je te laisse répondre après. Oui, non, juste sur la définition de la violence, est-ce que c'était pas clair Simplement, ce que je veux dire, c'est que je pense pas la violence en termes de tout ou rien, de renverser le pouvoir et de se mettre à la place du pouvoir qu'on a renversé. Je pense qu'il y a toutes sortes d'autres révolutions qui peuvent exister que de prendre le pouvoir et renverser le pouvoir. Révolution féministe, par exemple, révolution écologique. Ici, ça s'appelle révolution écologique. Tout à l'heure, la fille qui parlait tout à l'heure, la directrice de Shepard, disait la révolution ne viendra que de la base, elle ne pourra venir que de la base. Révolution des mentalités, insurrection des consciences, dit Bernard Stiegler. Tu vois, Bernard Stiegler, il défend cette idée d'une insurrection des consciences. Il pense que lui aussi que ça peut être que la société civile et pas forcément un État, pas forcément prendre le pouvoir de l'État dans un État limité, que c'est un changement de mentalité qui doit avoir lieu au niveau de la planète. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans l'écoféminisme. Bon, excusez-moi, je cède la parole. On a le micro ici. Et après, ça avance. Bonjour. Alors ma question, elle porte sur les émeutes, je vais les appeler comme ça puisque c'est comme ça qu'elles ont été. Ma question porte donc sur les émeutes. Je les appellerai comme ça parce que c'est comme ça qu'on les a appelées dans les médias, etc. Comment dire ça? J'ai l'impression que dans la révolution réelle, il y aura forcément une dimension anomique au sens où chacun a des intérêts différents à la révolution et donc chacun tirera un peu la révolution dans son sens.
là, les émeutes, moi j'y vois une dimension aussi proto-révolutionnaire et comment dire ça, aussi soutenue par des intérêts liés à comment dire ça, une classe qui est aussi immigrée, qui a des intérêts de personnes immigrées, etc. Et je voyais dans le débat une sorte de comment dire ça, désolidarisation de la part de mouvements prétendument révolutionnaires et blancs en partie, qui ont des intérêts vachement différents. Alors je me demandais, quelle est la portée révolutionnaire que vous voyez dans les émeutes d'une part, et qu'est-ce que ça nous apprend sur la révolution réelle voilà, à court ou moyen terme. Merci. Oui, moi, c'était d'abord pas une question, c'était concernant les Black Blocs, Sand, quand vous en parliez tout à l'heure, et quand vous disiez c'était nos guerriers, enfin que c'était... voilà, et je serais d'accord si les médias allaient dans ce sens d'opposer la violence ou les dégradations des Black Blocs, puisqu'on a discuté du terme, la définition de violence, à la violence du pouvoir. Or, c'est pas ça, et ce qui fait que moi je trouve que les Black Blocs desservent, au contraire, tel que ça s'est passé dans les médias, ça dessert le projet, puisque le pouvoir va se servir, le gouvernement va se servir de ça pour justifier sa propre répression et d'encore plus faire passer les choses en force. Donc voilà. Donc est-ce que c'est un problème de quantité quand vous parliez des 3,5% de massification, c'est-à-dire que s'il y avait plus de Black Blocs, peut-être que les rapports changeraient. Je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue de l'efficacité des Black Blocs pour faire parler, enfin pour mener à la victoire, entre guillemets. Voilà. Et l'autre question, c'est voilà, justement par rapport à ça, est-ce qu'avant l'inversion des moyens de production, pour y arriver, il ne faut pas penser justement à la prise de pouvoir de la communication, puisque c'est justement en permettant de présenter un autre discours et une autre vision des choses à la population que l'on pourrait faire accepter ce qui est présenté comme une violence. Voilà. Alors, Laurence, est-ce que vous souhaitez répondre rapidement Non ? Ok. Je pense que ça va rejoindre ce qu'a dit Madame juste avant sur la question de la violence. Est-ce que on disait oui, mais si on devient violent, alors on aura l'opinion publique à dos. Mais est-ce que si on ne fait pas un travail d'éducation quant à la notion de violence, avec des affiches très simples, casser des vitrines, c'est pas violent, tuer 1060 milliards d'animaux par an, c'est violent, ça prépare le terrain. Je trouve en termes de vocabulaire, je me rappelle quand j'étais ado, j'étais pas du tout concernée par la question animale, je voyais des affiches viande égale meurtre. Et ça a fait son chemin en fait avant que je sois réceptive à la question. Et du coup, je me demande si sur la question de la violence, on peut pas avoir un travail comme ça, quoi. Bonjour, désolée. Du coup, j'ai 4 pistes de réflexion. Ça s'est ajouté au fur et à mesure. La première, c'est par rapport à la violence. Je voulais juste indiquer que c'est le sujet de questions contemporaines de l'Institut d'études politiques cette année. Donc c'est vraiment, vraiment d'actualité. La deuxième chose, c'était par rapport au philosophe Arne Næss, le philosophe norvégien qu'a évoqué Émeric Caron ce matin, et qui disait qu'au XXe siècle, on allait se poser la question. Au XXIe siècle, il voyait un repli nationaliste face aux difficultés climatiques et que la solution viendrait au XXIe siècle. Donc on peut espérer. La troisième, c'est par rapport à ce qui a été qualifié de révolution féministe et ce que je pensais être une révolution, mais que je considère plutôt maintenant comme une évolution féministe, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des mouvements en arrière. Le droit à l'avortement aux États-Unis, on revient dessus et on se demande jusqu'où ça va aller, parce que même au niveau de la libération du corps de la femme, dans les années 1980, on savait que c'était quelque chose, mais que maintenant, il y a des choses qu'on se permettait dans les années 1980, mesdames, et qu'on sait bien qu'on ne peut plus trop faire. Et finalement, ma question, ça concerne la criminalisation de l'action. Et on a parlé de civilisation, mais on n'a pas du tout évoqué le terme d'État. Et je me demande si Alors,
On a parlé de l'opinion publique et c'est vrai qu'on cherche à démontrer que l'ordre est ce qui doit prévaloir dans l'État et que les Black Blocs sont le chaos. Donc c'est quelque chose qui est présenté comme quelque chose de nécessairement négatif par les médias qui servent la parole de l'État. Est-ce que la criminalisation par l'État des actions écologistes qualifiées d'éco-terrorisme par l'État lui-même ne contribue pas au rejet de la possibilité par nous de considérer l'organisation d'actions plus dures? Et vous posant cette question-là sur cette criminalisation qui, à mon avis, est à remettre en question, on voit que ça passe par la loi. La loi rend plus dur de participer à des actions qui seront considérées comme violentes, par exemple par les médias, alors que en face, on a une condamnation de l'État pour, par exemple, l'écocide. Et donc, on a une espèce de confrontation via le système juridique de deux types de violences. Voilà, c'est ma question. Donc il y avait une dernière remarque, après on n'aura vraiment pas le temps de faire plus malheureusement. Pour tous ceux qui veulent continuer à débattre sur ce sujet-là, on peut reprendre, il y a des débats libres à 22h après. Donc voilà, le débat n'est pas terminé. Donc une dernière remarque et puis on y va. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Votre discours, il m'interpelle. Après, c'est quand même très compliqué à suivre. Je vous avoue que quand on n'est pas forcément spécialiste de ces domaines-là, c'est quand même très lourd, très compliqué à comprendre. Moi, il y a quelque chose qui revient pas souvent et je pense qui est quand même assez important, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'on défend normalement tous la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous pour le vivant à la base. Donc c'est dommage de se retrouver scindé à devoir se caler dans des étiquettes de féminisme, de pluralisme, de capitalisme, de choses comme ça, alors qu'au fond, on est censé être tous dans la même direction par rapport au vivant. Et il y a une notion qui revient pas souvent, c'est la notion de réponse, je trouve, dans votre discours. C'est-à-dire qu'on parle de la violence, de la révolution non violente, de la révolution violente, de ce genre de choses. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si on en vient à se poser des questions vis-à-vis de la violence, c'est peut-être parce qu'il y a déjà une violence, déjà de base, sur la manière dont est géré le pays, dont est gérée la politique, dont est géré tout ça. Et très souvent, on remet la faute sur ceux qui se battent pour essayer de changer les choses, plutôt que de remettre la faute sur ceux qui ont déclenché ça. Et je trouve que ça pénalise vraiment le dialogue et ça fracture les gens. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus trop besoin de ça. Voilà, c'était plus une remarque plutôt qu'une question. Avec le peu de violence. J'aimerais bien voir la personne qui pense que je suis privilégiée. Ok, merci. Au moins sur un point, on est tous les trois d'accord. C'est sur le fait que la violence qu'on nous impose et qui est invisible est incommensurable, infiniment plus grande que le peu de violence que les Black Blocs, quoi. Enfin, c'est rien à côté. On est d'accord au moins toutes les trois là-dessus. On peut répondre. Ouais, d'accord. Oui, au revoir. Bon retour. Merci beaucoup d'être venu, c'était très intéressant. Des réponses peut-être Moi, c'était par rapport, puisque ça m'avait été adressé directement par rapport au fait que les Black Blocs nous desservent parce que les médias leur donnent une mauvaise image. Mais en fait, le problème, c'est pas le bloc, le problème, c'est les médias. Et il me semble que pour le coup, ça a singulièrement évolué avec l'émergence de médias comme Blast ou comme Le Média, qui commencent à prendre de plus en plus d'importance et à pouvoir porter des voix divergentes par rapport à la presse traditionnelle. Et pour le coup,
Enfin ouais, pour moi le problème vient pas du blog, quoi. Il vient plus des médias. Effectivement, c'est un problème. Par contre, pour convaincre le reste de la population, néanmoins, les gens du bloc, ils font. Je sais, la jeune fille avait parlé justement des affichages et tout ça. Enfin, je vous invite à prendre le temps, si vous en avez l'opportunité, de voir ce que nos camarades peuvent laisser dans les endroits où on manifeste. Au niveau expression écrite, hein, tout ce qui est tag et tout ça, c'est d'une richesse, c'est d'une parfois même d'une poésie, d'une justesse. Et là, je pense que pour le coup, ils sont dans le bon. Ils prennent en main leur propre image en essayant de laisser une autre trace. Et de donner un autre point de vue sur eux-mêmes qui peut permettre d'être relayé par les nouveaux médias qu'on peut avoir, comme Blast, comme les médias, et qui vont permettre d'élargir la fenêtre d'Overton dans le bon sens, enfin dans le sens qu'on souhaite, comme c'est le cas d'ailleurs avec les soulèvements de la Terre. Je regarde vite fait mes notes avant de passer la parole à Ludivine, si je voulais dire autre chose. Il y avait eu une intervention par rapport à la criminalisation de l'activisme par l'État qui nous empêchait d'aller plus loin. Et effectivement, je l'avais abordé dans ma deuxième intervention. Clairement, c'est un problème, mais moi, pour avoir l'expérience que j'en ai, en tout cas d'aujourd'hui, avec tous les gens qui sont venus régulièrement me parler de désarmement ou de sabotage, me laisse à penser que l'urgence fera qu'à un moment, certains d'entre nous basculeront. Cette notion d'urgence me paraît vraiment assez centrale quant au fait d'accepter, d'abandonner le souhaitable d'une révolution non violente, quoi. Alors la première chose, c'est par rapport à ce que tu as dit. Ça va pour le tutoiement? Non, alors on peut avoir des divergences, c'est pas grave, parce qu'on discute de la manière dont on conçoit l'avenir. En revanche, le féminisme, c'est pas une étiquette, hein, c'est un combat absolument décisif, et le capitalisme, c'est pas une étiquette non plus, c'est un phénomène, un système qui est absolument écrasant, destructeur et mortifère. Donc on est obligé d'en parler, quoi, on peut pas s'en passer. Et donc je pense qu'on n'a pas arrêté de dire au contraire, et donc je pense que du coup c'est bien, parce qu'on est d'accord, c'est que là, ce dont on parlait, c'était bel et bien de réponse à cette violence structurelle, systémique, qui tue, hein, vraiment. Bon, bref, moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'ensauvagement du capital. J'explique, voilà, mais je fais en fait la synthèse de ce qui se dit un peu partout. Mais c'est une violence qui tue, hein, mais pas seulement à petit feu. Hein. Le prix statistique d'une vie, par exemple, avec des entreprises qui sont capables, des entreprises automobiles, par exemple, qui sont capables, comme ça a été le cas de Ford, de fabriquer des voitures dont elles s'aperçoivent ensuite que ce sont des voitures qui ont de très hauts risques d'accident, mais qui vont préférer continuer à la mettre sur le marché parce qu'elles paieront éventuellement des frais de justice quand il y aura des morts, mais ça leur rapportera en tout cas davantage de continuer à les vendre. Bon, bref, la mort, c'est pas uniquement une mort à petit feu. Donc là, on est d'accord, on parlait bel et bien de la riposte, de la réponse à la violence. Je pense que tout ce qui a été dit sur la communication, sur l'opinion, ce que disait Laurence tout à l'heure sur l'insurrection des consciences, oui, bien sûr, ça c'est quelque chose de fondamental. Et tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait collectivement, lutter, écrire, décrire, documenter, informer, discuter, voilà. Tout ça, ça fait partie de cette insurrection des consciences. Et en fait, on voit qu'il y a quand même une bonne partie de la supposée opinion, parce que l'opinion, de toute façon, c'est assez vague, quoi. Déjà, c'est une construction en grande partie médiatique. Et puis, des personnes peuvent basculer assez vite dans la prise de conscience, justement. Et cette bataille de l'opinion, elle se mène. Et je pense que globalement, sur les enjeux du vivant, elle est en train de se gagner petit à petit. Mais c'est pas ça une révolution. Enfin, disons que, comme je le disais tout à l'heure, moi je pense que si on utilise révolution pour aussi bien parler des consciences que pour parler vraiment de renversements radicaux d'un système destructeur, alors on se retrouve plus vraiment dans le mot, puisqu'il a des sens tellement différents. Moi, j'aurais voulu dire à Laurence, en son absence, que moi je suis pas... ce que j'ai dit, c'est pas forcément poser des bombes. En fait, il y a un type d'action, comme on en a parlé avec le sabotage,
sauvage qui visent à détruire des infrastructures. Et puis, il y a des processus révolutionnaires, des révoltes, des rébellions qui visent à construire, en fait, à construire des formes de vie absolument différentes. Mais ça suppose de reprendre possession collectivement de nos biens communs. Et donc, moi, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit sur la révolte. J'aime pas non plus beaucoup parler d'émeutes, sauf quand ce sont les émeutiers eux-mêmes qui décident de se désigner comme des émeutiers. Mais sinon, le mot émeute, en général, c'est toujours pour disqualifier des révoltes. En fait, on aurait dû se soulever au même titre qu'on l'a fait en solidarité au soulèvement de la Terre. Personnellement, je suis allée dans les quartiers. Oui, oui. Et Oui. je veux croire que je suis pas la seule à avoir été leur proposer de l'aide et ils l'acceptaient. Et on était nombreuses et nombreux, par exemple, à être dans la très impressionnante et très bouleversante manifestation de Nanterre. Voilà, mais non, mais quand je dis, se soulever, je pense qu'il aurait dû y avoir d'énormes initiatives, de tas de collectifs et de collectifs en solidarité et en agrégeant, en fait, les révoltes, les soulèvements de la Terre, les soulèvements dans les quartiers populaires, les soulèvements des grévistes aussi. Voilà, moi, je dirais que l'ensemble peut former une sorte de marqueterie, une sorte de puzzle, une sorte de mosaïque. Donc, je ne sais pas, évidemment, je ne vois pas dans l'avenir, mais ce que je me représente plutôt que, en effet, et là je rejoins Laurent, c'est pas forcément le grand soir, hein, comme j'ai essayé de le dire aussi tout à l'heure, c'est pas hop, tout à coup, on prend le pouvoir, etc. Mais c'est plutôt plein de soulèvements, de rébellions, mais qui changent radicalement le rapport de force. Ça peut être des ZAD, ça peut être des grèves avec occupation, ça peut être des formes de production autogestionnaire, ça peut être des formes de communalisme avec de la démocratie véritablement populaire. Voilà, ça peut être plein de formes comme ça qui s'agrègent pour justement faire basculer de plus en plus de personnes qui se reconnaissent dans ces perspectives émancipatrices. Et c'est seulement à ce prix, me semble-t-il, et moi j'aime bien le mot de fédérer. C'était d'ailleurs comme ça que s'appelaient les femmes et les hommes de la Commune de Paris en 71, c'était les fédérés. Voilà, c'est qu'au-delà, et justement là je pense que je te rejoins aussi, c'est qu'au-delà des querelles de chapelle, des divisions, etc., de chacun sur son couloir et dans ses plates-bandes, c'est la nécessaire fédération, par-delà, y compris nos divergences stratégiques qui peuvent être absolument constructives.